c'est vraiment une organisation d'humains. D'humains, là. 20 000 apprenants, 3 000 employés. Vous pouvez juste vous imaginer, il n'y a pas de robot chez nous. C'est très peu géré par ordinateur. C'est que des situations humaines au quotidien. Donc, il faut vraiment se rattacher. Qu'est-ce qui nous ramène chaque matin excités par ce travail-là? C'est vraiment l'impact. L'impact sur la main-d'œuvre, sur la relève aussi. Puis contribuer à l'économie de chacun des milieux où on est présent. Bienvenue à Meilleur Humain, Meilleur Monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invité aujourd'hui, Claude Marchand, du Collège La Salle, on pourrait dire, mais de façon plus précise, le réseau LCI Éducation. Toujours à mes côtés, Normand Chadwick, mon associé, et également mon co-animateur aujourd'hui. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines et on donne des services financiers à des gens comme Claude. Claude, merci de t'être déplacé pour venir nous rencontrer. On va faire ta bio pour lancer la chicane un peu. Alors, et pour ça, j'ai besoin de ma paire de yeux. Claude, tu es à la tête du réseau LCI Éducation. On connaît le Collège La Salle, évidemment, mais ce qu'on ne connaît pas, tant qu'on n'a pas lu sur vous, c'est que vous êtes international. LCI veut d'ailleurs dire La Salle College International Éducation. Vous êtes dans 5 continents différents. C'est 23 campus à travers le monde. Toute une affaire qu'on ne sait pas quand on circule à Ville-La Salle puis qu'on passe devant chez vous. Tu as débuté ton parcours dans cette entreprise-là en 2008 en tant que directeur du marketing avant d'être nommé président et chef de la direction en 2014. Visionnaire et stratège, tu es reconnu pour ton rôle dans l'expansion internationale de cette organisation-là et ta capacité à conjuguer l'innovation pédagogique et la gestion performante. Intéressant de savoir aussi que cette entreprise-là est partie en 1959, donc 65 ans maintenant, partie par un dénommé M. Morin. Ton père a été une partie des meubles importantes de cette entreprise-là. Ton père a été d'abord directeur de l'école, éventuellement, à l'âge de 30 ans, tout comme toi d'ailleurs, est devenu président de ça. En 2008, il y a pas M. Morin, mais un autre partenaire qui s'est joint en quelque part dans le courant de l'histoire, décède subitement. Et c'est à ce moment-là que toi et ta famille, finalement, vous devenez les seuls actionnaires. Fait que voilà pour la courte bio. Je pense que j'ai fait un petit tour d'horizon Tout à fait. Assez rapide. Première question pour toi. Te vois-tu plus comme un directeur d'école, un pédagogue, un homme d'affaires? Qui es-tu dans tout ça? C'est une excellente question. Étant donné mon parcours, je pense que le mot-clé d'entrepreneur colle bien. Si je mettais de côté l'humilité quelques secondes, je me risquerais peut-être au niveau entrepreneur social. Ouais. Ça pourrait être un mot-clé qui pourrait être débattu, puisque c'est quand même un secteur d'activité bien particulier, qui est un peu en marge de l'industrie manufacturière ou des industries de services que l'on connaît normalement. Je suis certainement pas un pédagogue. Et je suis pas un gars de mode non plus. Je m'amuse souvent à le répéter. Là, souvent, comme Collège La Salle est reconnu pour son expertise en mode depuis près de 65 ans, justement, aujourd'hui, non, je me sens plus comme un développeur, quelqu'un qui met en relation les gens et qui fait arriver les choses pour les bonnes raisons. Dans les histoires qu'on a lues sur le parcours un peu, il y a un moment dans l'histoire où ton père vient vous voir et dit « Écoute, je pense qu'il va falloir à cette étape-ci faire de la place à l'autre famille qui était co-associée avec ton père. » Et à sa grande surprise, on peut dire, toi, tu étais jeune à l'époque, je pense que tu avais 24 ans, tu es le plus vieux des 3 frères. Tu as dit, il n'y en a pas question. Conte-nous un peu ce passage-là de l'histoire. Ben, tout d'abord, je pense que ça revient à toute notre jeunesse, là, ou du moins ma jeunesse, puisque parmi les 3 frères, j'étais vraiment celui qui tenait à aller accompagner mon père au bureau. L'histoire typique, là, qu'il y a un des enfants qui s'accroche dans l'organisation familiale et qui préfère aller passer son samedi au bureau avec son père plutôt que d'aller jouer avec ses tonkas dans la cour. Et donc, ça a été un peu ma jeunesse, puis même mon adolescence, ce qui fait que j'ai toujours grandi en rêvant, d'une certaine manière, de devenir directeur général du Collège La Salle. Ça, c'était le rêve. Évidemment,
j'ai grandi à un moment où mon père était copropriétaire de l'organisation avec un associé à 50-50 et rien n'était plus sûr ou moins sûr de comment l'organisation d'abord allait se développer parce que des aventures entrepreneuriales, c'est rempli de défis. Il y a des hauts, mais il y a beaucoup de bas, il y a beaucoup de moments d'incertitude. Et ensuite, finalement, quelle famille allait, je dirais, prendre le dessus et pas la bonne, c'est pas un concours, là, Prendre mais le relais, si on veut. quelle famille allait continuer cette aventure-là. Mais pour moi, c'était super important. Et peut-être moins pour mes frères en termes de carrière. Cela dit, d'un point de vue impact et d'un point de vue attachement, je les ai ralliés très rapidement à l'idée qu'on continue le parcours avec l'institution montréalaise, mais avec les autres aussi qu'on avait déjà à l'époque. Mon père avait déjà ouvert avec son associé les collèges La Salle au Maroc depuis 1989. Donc, on avait eu la chance d'y aller et d'aller rencontrer les équipes sur place. Donc, mes frères, même si ce n'était pas leur job de rêve de leur côté, ils voyaient très bien que la famille reste impliquée. Puis ils m'ont supporté là-dedans. Mais ils étaient complètement visionnaires à l'époque. Tu sais, quand tu penses à ça, en général, on dirait que l'éducation, c'est quelque chose qu'on fait localement, ça reste petit. Je sais pas trop, on voit pas vraiment d'entrepreneurs là-dedans, ou en tout cas, j'en connais pas tant. Puis là, ton père qui décide à une certaine époque d'aller ouvrir au Maroc, tu sais, qui est comme la planète Mars un peu, jusqu'à une certaine limite. Surtout en 88, en 87. Ouais, c'est il n'y a pas de vol direct, les téléphones pour nous rejoindre. Donc, il y a 3 jeunes enfants à la maison. Il n'a jamais voyagé vraiment avant. Mon père est né au Lac-Saint-Jean. Puis là, il nous appelle à l'époque avec un téléphone à roulette, là, sur lequel, un peu comme dans Love Story ou dans Occupation Double, là, ils doivent mettre un cadenas pour pas que les employés se mettent à faire des interurbains et dépensent trop d'argent avec Maroc Télécom. Je sais pas s'ils ont été visionnaires. La réponse, probablement qu'ils voudraient que je dise oui, mais d'un point de vue entrepreneurial, parce que je peux m'imaginer que les auditeurs de votre podcast ont de l'intérêt, c'est des entrepreneurs qui ont un intérêt pour cette vie folle. Je pense qu'ils devaient être probablement bien dans le trouble aussi. Tu sais, souvent, il y a des grandes percées en affaires qui sont provoquées quand on est dans un coin au pied du mur. Tout à fait, les grandes crises. Les grandes crises. Ouais. Et je pense que dans les années 80, pour une institution d'enseignement collégial, ils ont vécu un grand choc démographique qui faisait qu'il y avait de moins en moins de jeunes Québécois et Québécoises qui devaient continuer au cégep. Et c'est à ce moment-là, en comité de direction, en comité de gestion de crise, ils ont dit, comment on va faire pour remplir nos classes? Et un des membres de l'équipe de direction dit, on pourrait aller en recruter au Maroc. Ils sont francophones, ils vont être intéressés à venir à Montréal. Puis c'est vraiment comme ça que ça a démarré. C'est pas démarré d'une planification stratégique, messieurs, mais c'est démarré plutôt d'une bonne crise. Mais ça reste que c'est out of the box, là, tu sais. C'est très entrepreneurial. Je sais pas. Puis il y a des entrepreneurs, même dans les cégeps. Hein. Dans les cégeps, je rencontre des directeurs généraux ou des directeurs des études qui font preuve d'initiative à l'intérieur des paramètres qui leur sont donnés par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais qui peuvent être excessivement entrepreneurs. Là, eux, ils étaient vraiment entrepreneurs, c'était leur affaire, finalement. Il y avait un problème à régler, c'était une des solutions possibles. Ils ont testé l'eau et ça a eu un certain succès, force de constater. Est-ce que chaque campus que vous installez ou qui existe maintenant a sa propre culture avec ses propres entrepreneurs? Comment tu décrirais la culture générale de la société versus tous ces campus-là répartis à travers la planète, là? Dans la première phase d'expansion, donc de 1989 jusqu'à, dirais, au milieu des années 2000, c'était vraiment des campus que j'appellerais séparés à la naissance. Donc, ils avaient tous été fondés par mon père et son associé. Mais évidemment, l'Internet n'était pas ce qu'il était à l'époque. Les communications, j'ai retrouvé en débroussaillant des boîtes des communications par fax entre nos associés à Singapour et notre siège social à Montréal. Mais là, le fax n'était pas la même rapidité. Donc, une lettre officielle transmise par fax avec des instructions, la lettre de suivi la semaine suivante avec les résultats. Donc, évidemment, donc, les campus ont été un peu séparés à la naissance et étaient rattachés au siège social vraiment au gré
des 1 ou 2 voyages par année que les associés faisaient dans ces campus-là. OK. Donc, évidemment, les dirigeants locaux de campus étaient évidemment des entrepreneurs à la croisée de l'entrepreneur, je dirais. Tout à fait. Puis même, à un certain temps, ils ont eu le droit d'avoir des actions aussi dans leur opération respective. Mais tout ce monde-là s'est accéléré dans les années 2000. Et ça coïncidait notamment avec mon arrivée là, en 2008. Mais là, l'Internet amenait une nouvelle dimension. Premièrement, imaginez-vous, là, je rigolais, mais une brochure que Collège La Salle, le site web de Collège La Salle Maroc pouvait maintenant être visité par un étudiant potentiel à Montréal ou n'importe où ailleurs sur la planète. Mm-hmm. Donc, les silos qui s'étaient formés, et exemple, eux, ils avaient adapté notre marque pour le Maroc, puis l'équipe avait adapté la marque en Colombie. Mais là, en 2008, c'était complètement disparate et l'Internet faisait en sorte qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, il y a eu une autre phase de développement suite à 2008 qui a été une phase plutôt de connecter les humains ensemble. Donc, on a investi massivement dans des vieilles technologies de téléprésence. À l'époque, là, c'était bien avant Teams, bien avant les outils modernes qu'on a découverts avec la COVID. Mais je me souviens, là, on achetait des équipements de vidéoconférence, ça coûte 25 000 $ par campus, juste pour que les gens puissent se voir et se parler sans avoir acheté des millions de dollars en billets d'avion. Oui. Et c'est là où on s'est mis à harmoniser, évidemment, la marque, à harmoniser les plateformes web pour que les visiteurs web qui regardent un campus plutôt que l'autre s'y retrouvent. Et ensuite, on est tombé aussi dans l'harmonisation des différentes pratiques pédagogiques, des programmes d'études et tout. Donc, ça a été un grand chantier. Et c'est là où on a décidé de rebaptiser l'organisation et d'ajouter le mot « réseau ». Pour vraiment envoyer un message fort aux humains aux 4 coins du monde, qu'il n'était pas seulement, entre guillemets, une filiale étrangère d'un groupe lointain, mais qu'on les invitait vraiment, qu'on invitait tous nos humains à se connecter. Donc, c'est là où on est devenu le réseau LCI Éducation. J'imagine ces cultures-là, à travers les différents campus, amènent une richesse incroyable au développement des idées puis des programmes que vous mettez de l'avant, que vous offrez aux étudiants. Absolument. Ben, puis c'est une des grandes joies de ma vie de travailler dans un tel environnement. Et je crois que ce sentiment-là est partagé par plusieurs talents qui décident de déposer leur candidature chez LCI Éducation puis venir contribuer à cet écosystème. On a quand même 3500 humains sur le payroll aujourd'hui. Ça fait quand même quelques personnes. Tout à fait. Qui partagent justement des valeurs. Je vous dirais, on est souvent, comment dire, ils sont, même ceux qui sont au Maroc, sont citoyens, sont évidemment citoyens marocains, là, mais sont presque binationaux parce qu'ils sont toujours à cheval sur la culture marocaine qui est très forte, mais aussi la culture canadienne, québécoise, avec ce qui vient avec. Donc, on a les avantages des Européens, mais on est aussi très proche de nos amis nord-américains. Donc, ça teinte la culture d'organisation, si tu veux. Tout à fait. Puis maintenant, au siège social ici, est-ce que vous avez des gens qui proviennent d'un peu partout? Oui. Premièrement, dans l'équipe à Montréal, le siège social, c'est assez restreint, là. C'est pas une très grande équipe, mais évidemment, les gens viennent de partout. Mais le plus beau, c'est, exemple, sur un campus comme à Montréal, on accueille des jeunes de 130 pays différents. Wow. Et ça, des fois, c'est quelque chose qui n'est pas tellement valorisé parce que si on écoute seulement les nouvelles, on fait grand cas du nombre d'Indiens ou du nombre de... Souvent, on pointe des pays en particulier, pas 100% à tort, parce qu'évidemment, il y a des pays qui sont plus importants que d'autres en termes de nombre d'humains qui y habitent. Donc, quand tu regardes un graphique ou un tableau de bord gouvernemental, certains peuvent ressortir naturellement plus que d'autres par la loi des nombres. Mais, donc, c'est des étudiants de 130 pays qui fréquentent le Collège La Salle. Et c'est encore plus intéressant quand on compare les autres collèges, les autres cégeps, en fait, de la province. Je crois que notre plus proche compétiteur en accueille de 56 pays. Donc, l'internationalisation du Collège La Salle depuis 1989 se vit aujourd'hui par le fait que la marque est connue dans tellement de pays à travers le monde. Croisé à ça, la marque du Canada et la marque du Québec et la marque de Montréal, qui sont
aussi reconnus. Là. Ouais. On n'est pas les, c'est pas juste notre marque qui a l'effet d'attraction, mais au final, ça fonctionne parce qu'il y a des jeunes de 130 pays qui vivent ensemble aussi. Il y a cette richesse-là que la moitié de nos étudiants étudient en français, mais l'autre moitié en anglais. Donc, évidemment, on a une offre pédagogique qu'aucune université américaine ou à Londres peut offrir, parce que très peu d'universités... bon, vous savez que Montréal rivalise avec Boston comme grande ville universitaire, grande ville d'études en Amérique du Nord. J'ai pas entendu que Boston n'a aucune institution d'enseignement supérieur qui offre des programmes en français. Donc, à Montréal, d'avoir cette richesse d'offrir tous nos programmes dans les deux langues amène une dynamique vraiment intéressante sur campus. Donc, autant de jeunes d'Afrique du Nord, que ce soit du Maroc, de la Tunisie ou d'autres pays d'Afrique, puis même d'Europe francophone, mais des Brésiliens, des Mexicains, des Indiens, des Chinois, Chinoises, donc ça vient vraiment de partout. Sans oublier non plus qu'on élimine toujours Boston en première ronde, normalement, là, dans les séries éliminatoires. Absolument. On va le dire. Exact. Écoute, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, je vais dire quelques chiffres qui sont asseyez-vous, attachez votre ceinture si vous êtes en auto. Mais écoute, vous êtes rendu avec, tu disais, je crois, 20 000 apprenants à travers le monde. 3 000 personnes dans le personnel, toutes choses confondues, le personnel enseignant et compagnie. 200 millions de chiffres d'affaires. C'est toute une business, cette affaire-là. Félicitations. C'est une belle organisation, on en est très fiers. Ben oui, franchement. Ça me lance une question, je vais dire, la question du conseiller financier. On a dit d'entrée de jeu, tu sais, de notre domaine. Moi, quand j'ai entendu l'histoire de 2008, ça, c'est l'histoire qu'on raconte à nos gens d'affaires, là, quand nous, on leur recommande d'avoir des bonnes conventions d'actionnaires, d'avoir des bonnes polices d'assurance-vie. Je sais pas qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, sans nous livrer tous vos secrets, mais comment ça se passe? Il est arrivé exactement ce qu'on dit aux gens là, tu sais. Ça se peut que ton partner, d'un coup, un matin, ne se réveille pas. Comment ça s'est passé, cette transition-là? Vous avez rencontré beaucoup d'entrepreneurs, donc je voudrais pas répéter ce que d'autres entrepreneurs ont dit, mais quand vous parlez de bonnes conventions d'actionnaires, c'est le business 101, c'est tellement essentiel dans les moments critiques. Ouais. Donc, ça vaut la peine d'investir, d'y réfléchir. Peut-être comme un bon contrat de mariage, je me suis pas rendu là, mais donc ça vaut la peine de vraiment prendre toute l'attention. Et ça, je pense que c'est relativement bien connu, et ça, c'est un conseil que les entrepreneurs, peu importe leur stade de vie, vont avoir rapidement. Le deuxième, tu as touché à assurance vie. Ça, à mon avis, c'est déjà peut-être un deuxième niveau de sophistication qui vient un peu plus tard, parce qu'évidemment, quand tu es un jeune entrepreneur qui se lance en affaires, l'assurance vie, ça coûte un peu d'argent, puis vraiment, les ressources doivent aller au développement des affaires, puis déjà tester le modèle d'affaires. Est-ce que ça va fonctionner? Ouais. Donc, les ressources doivent probablement être canalisées ailleurs, mais effectivement, les entrepreneurs qui arrivent à un stade d'un certain succès, ça peut parfois être tabou. Certains peuvent penser qu'ils vont remettre ça à plus tard. Ce qu'il faut savoir, ce qui est un fait, c'est plus tu l'achètes quand tu es jeune, moins ça coûte cher, plus tu as des chances d'être assurable. Exact. Et ça fait partie intégrante d'une planification sensée de la relève. Encore davantage pour les entrepreneurs qui ont des enfants. Ouais. Je pense de la relève, ou pour être peut-être davantage inclusif, pas nécessairement des enfants, mais des humains chers autour d'eux avec qui ils doivent poursuivre l'aventure entrepreneuriale. Oui, tout à fait. Parce que vous l'avez vécu, là, ça a dû être ça a dû secouer le bateau, pas rien qu'un peu, là, en 2008. Ça a très secoué le bateau. Je sors d'un conseil d'administration ce matin. Je pense que si on continue dans notre petit chemin en termes des meilleures pratiques qui nous auraient servi, ou un des apprentissages, nous, à l'époque, on était en 2008, donc la saine gouvernance, comité aviseur, conseil d'administration, membres indépendants, c'était vraiment pas un langage qui était discuté par des entrepreneurs, du moins dans les années 2000. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun. Là. Combien de nos membres dans nos réseaux respectifs ont fait une formation? Il y a des belles formations en gouvernance pour les jeunes entrepreneurs avec les jeunes chambres de commerce aujourd'hui. Il y a des traits, puis après ça, il y a tout un spectre. Hein? On sera après ça au cours de gouvernance avec Rothman, puis je pense que c'est McGill qui est en partenariat.
après avoir observé ce qui s'est passé avec notre organisation et notre famille en 2008 suite au décès subi, la saine gouvernance et la planification de la relève, peu importe l'âge du dirigeant, pour moi, est devenu absolument essentiel. Puis quand je dis planification de la relève, c'est pas non plus seulement à propos du président, c'est aussi dans les rôles critiques de l'organisation. Nous, on l'a appris à la dure parce qu'au moment du décès en 2008 subi du président, il y avait son fils qui était vice-président, très important dans l'organisation, qui contrôlait plusieurs divisions de l'organisation. Et lui, finalement, quand on a décidé de procéder au rachat, bien, il a laissé son rôle. Donc, on a perdu beaucoup d'expertise. Son épouse était à la tête de notre recrutement international, qui, à l'époque, comptait pour 25% des revenus. Et donc, avec la nouvelle, est aussi venu un autre départ. Ensuite, mon père et leur vice-président finance, eux, étaient déjà sur le point de partir à leur retraite. Donc, on a dû gérer non seulement le décès, mais une perte d'expertise importante. Ouais. Et là, il y a moi, 24 ans, puis mon frère de 22 ans, qui avons travaillé 24/7 pendant 2 ans, juste pour vraiment découvrir l'organisation et apprendre, entre guillemets, à la dure, parce qu'il n'y avait pas vraiment de planification de la relève qui avait été faite. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, chez LC Éducation, non seulement il y a un plan pour Claude, mais celui-là, c'est même le moins important. Mais chacun des rôles dans notre système de gestion de talent est bien documenté. Quels sont les 3 successeurs potentiels pour chaque rôle? Comment on développe les successeurs potentiels en termes de plan de développement, en termes de formation. Puis j'en fais vraiment une obsession aujourd'hui. Puis sur l'autre point, au niveau de la gouvernance, ce qui m'obsède comme encore jeune entrepreneur en affaires, je viens d'avoir 40 ans, 2 enfants, 14 et 10 ans. Et je me dis, s'il arrive quelque chose, c'est un cadeau, évidemment, d'hériter d'une telle organisation. Mais il y a une espèce de rôle fiduciaire envers l'organisation et envers eux qui fait en sorte de comment on organise ça. Et pour le bien de nos équipes et pour le bien de la relève familiale, de mettre en place un conseil d'administration avec plusieurs membres indépendants qui apportent beaucoup de valeur, pour moi, a transformé notre organisation. Ça me donne une paix d'esprit parce que s'il m'arrive quelque chose, il y a une instance là sur laquelle la famille propriétaire peut s'appuyer. De la même manière que les employés aussi peuvent s'appuyer sur cette instance-là pour assurer une certaine continuité. Je blague beaucoup, mais c'est peut-être un peu mon inspiration du Maroc, là, d'une certaine façon. C'est vraiment de transformer une espèce de monarchie pure et dure en une monarchie constitutionnelle. donc vraiment d'avoir une instance plus neutre, davantage orientée en vision à long terme et qui emmène une paix d'esprit pour l'ensemble des parties prenantes. Fait que je pense que... Donc, je commençais avec ce que tu as dit. Oui, évidemment, une bonne convention d'actionnaires. Bien sûr. Donc ça, c'est au début. Puis ça, je pense que ça compte pour tous les entrepreneurs. Même quand... En fait, dès que tu passes à 2 employés ou 2 fondateurs, la convention s'impose. Ensuite, assurance vie, il faut regarder de ce côté-là. Planification successorale, évidemment, fiducie, tout ce qu'on parle. Et ensuite, planification de la succession pour chacun des postes clés de l'organisation et la saine gouvernance. Je pense que ça dresse un bon bouquet de comment on peut regarder l'avenir avec confiance. Oui, tout à fait. Puis là, récemment, on a eu des grosses nouvelles aussi. Vous venez de bâtir quelque chose à Barcelone. Exact. C'est, je crois que c'est comme la porte vient d'ouvrir, là, si je ne me trompe pas, là, au mois d'octobre dernier, je pense, effectivement. l'inauguration. Donc, notre organisation est présente en Europe à travers Barcelone depuis une 12aine d'années. Puis, le 8 octobre dernier, nous avons inauguré un nouveau bâtiment, 8 étages, 100 000 pieds carrés, une merveille architecturale qui va pouvoir accueillir plus d'un millier d'étudiants à Barcelone. Donc, absolument, belle fierté aussi. Donc, en gros, vous êtes encore en croissance. Oui, en termes de... Oui, absolument. Tu sais, la croissance, on peut la définir de plusieurs façons entre entrepreneurs, non? Oui, bien sûr. Croissance des revenus, croissance de la profitabilité,
Parfois, certains entrepreneurs font l'erreur de regarder seulement la croissance du headcount. Hein. On est rendu à combien d'employés? Des fois, c'est une fierté d'arriver à 100 employés, mais 100 employés, si les revenus et la profitabilité ne suivent pas, c'est peut-être pas une aussi belle célébration qu'on pense. Puis dans notre cas, à nous, souvent, les gens font référence à croissance par expansion géographique. OK. Donc, nous ne sommes pas dans un mode d'expansion géographique pour l'instant. On a posé des actions, puis on avait un plan stratégique assez focus. C'était important pour nous. On a déterminé les villes et les marchés dans lesquels on voulait être présent. Et aujourd'hui, on est présent dans ces marchés-là. Maintenant, on est vraiment dans une dynamique de faire un travail incroyable dans ces marchés-là et, entre guillemets, de les conquérir. Là. Je parle plus conquérir de cœur et de tête que de conquête. Je comprends pas comme un conquérant. Comme un conquérant. Non, les Québécois, on n'est pas très forts, de toute façon, dans ce modus operandi-là. Donc, on est vraiment à faire croître chacune des institutions qu'on a déployées dans ces marchés-là. Il y a des hauts et il y a des bas. La COVID nous a fait plier les deux genoux, puisque la fermeture des frontières nous a fait excessivement mal. C'était la première fois, podcast en entrepreneur, puis comme c'est derrière nous, première fois que je devais gérer des bris de ratio financiers. Okay. Donc, pour ma part, hein, il y avait eu un autre épisode, justement, à l'époque où mon père et son associé avaient construit le nouveau bâtiment flambant neuf en 90. Il y avait toute une crise financière dans les années 90, puis des histoires que j'ai entendues, ça les avait bien secoués aussi à ce moment-là. La construction de ce nouveau bâtiment-là les avait bien secoués. Et ils ont géré et on a continué notre chemin. La COVID nous a fait plier deux genoux. Je pense qu'on en est ressorti encore plus fort ensuite. Là, évidemment, c'est plutôt imposé par les gouvernements. Là, les politiques migratoires d'immigration sont vraiment au goût du jour et retiennent l'attention des politiciens, pas seulement à Ottawa et à Québec. C'est aussi le cas un peu partout sur la planète. Hein. La crise du logement, évidemment, tout le monde regarde ça avec attention, mais c'est une crise qui touche presque l'ensemble des grandes villes sur la planète. Nous, on est implantés à Melbourne, en Australie. Le gouvernement a absolument le même discours. À Barcelone, le maire de Barcelone récemment vient d'annoncer là, que d'ici 2 ans, je crois, les Airbnb, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais en tout cas, il y a des nouvelles mesures au niveau des Airbnb, des appartements touristiques. Donc, partout où nous opérons, surtout dans les pays déjà développés, ils parlent de la crise du logement et ça, c'est souvent... On pointe souvent l'immigration temporaire. L'immigration temporaire, c'est les travailleurs et les étudiants internationaux. Ça, je vous dirais que présentement, ça crée certaines secousses. Mais en affaires, depuis 65 ans, il y a toujours des headwinds, mais il y a aussi des tailwinds sur lesquels on doit capitaliser. On doit profiter, oui, exact. Quand tu regardes tout ça, puis tout le parcours de cette organisation-là depuis 65 ans, qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? L'ensemble des lauréats qui sont passés à travers nos campus, qui qui ont eu une expérience formidable avec nos enseignants, parce que tout le monde nous le répète. Puis évidemment, il y a des anecdotes, là, il y a des Google Reviews à droite, à gauche qui peuvent venir, mais 99,8% ou 99,9% des moins jeunes aujourd'hui, là, donc des gens qu'on rencontre, il n'y a pas un Québécois ou une Québécoise que je rencontre qui ne me dit pas qu'il y a eu un frère, une sœur, une ex-blonde qui a fait le design de mode au Collège La Salle. Chaque Québécois, chaque Québécoise a une histoire souvent qui le ramène au Collège La Salle. Et c'est aussi vrai dans les autres pays où nous sommes implantés. Là, je me promène au Maroc. Une grande proportion des directeurs d'hôtels ont étudié au Collège La Salle aussi. Donc, avec 65 ans d'histoire, c'est ces histoires qui nous sont partagées au fur et à mesure qui me rendent le plus fier et qui me font réaliser l'impact avec un I majuscule de ce que l'on fait. C'est pas un modèle d'affaires qui est facile, vous l'avez mentionné d'entrée de jeu. La gravité joue un peu contre nous. Mm-hmm. C'est dispendieux d'asseoir 25 jeunes devant un enseignant à temps plein. T'sais, faites le calcul vous-même, là, on ne dispose pas de beaucoup d'argent, de l'heure, pour avoir les meilleurs enseignants. C'est une entreprise, une organisation qui est très CAPEX intensive. Ça prend des beaux campus
L'immobilier dans les centres-villes, ça coûte une fortune, puis ça va pas souvent en diminuant. Ensuite, c'est un environnement hyper compétitif. On compétitionne contre le public qui souvent charge rien, mais sont quand même financés. Donc, ils sont en compétition avec nous, exemple, pour les mots-clés dans Google, pour la publicité sur les autobus. Donc, c'est un environnement hautement concurrentiel. Puis, c'est vraiment une organisation d'humains. D'humains, là. 20 000 apprenants, 3 000 employés. Vous pouvez juste vous imaginer, il n'y a pas de robot chez nous. C'est très peu géré par ordinateur. C'est que des situations humaines au quotidien. Donc, il faut vraiment se rattacher. Qu'est-ce qui nous ramène chaque matin excités par ce travail-là? C'est vraiment l'impact. L'impact sur la main-d'œuvre, sur la relève aussi. Puis contribuer à l'économie de chacun des milieux où on est présent. Puis chaque année, on fait faire une mise à jour de l'étude d'impact économique. Ouais. Et l'année dernière, ma blague, parce que pendant COVID, tous les entrepreneurs ont frôlé un peu avec la folie. Puis moi, ma soupape, ça a été de démarrer de zéro une érablière avec 1000 érables. Puis dans notre dernière étude d'impact économique, Grant Thornton nous soulignait que le Collège La Salle à Montréal seulement contribue pour 120 millions de dollars au PIB du Québec. OK. Et j'ai trouvé un peu plus tard que c'était l'équivalent de la production annuelle de sirop d'érable. Du Québec, toujours. Hein? Ouais. Donc, je trouvais que le lien était intéressant. Sinon, pour les sportifs, c'est l'équivalent de 2 grands prix de la F1 quand même. OK. Donc, donc il y a un impact humain, donc de vraiment faire la différence auprès de la relève. Il y a l'impact économique et social, évidemment, que l'on connaît. Ce que les gens savent peu du Collège La Salle aussi, les jeunes n'apprennent pas tous de la même façon. Et il y a un grand nombre de jeunes Québécois et Québécoises, même si on sait que les jeunes garçons l'ont encore moins facile au cégep, qui peuvent faire sortir des cégeps. Là, quand tu redoubles 2 fois, là, à un certain point, le réseau des cégeps s'excuse puis dire on peut pas rien faire pour toi. Et on accueille au Collège La Salle un beau nombre de jeunes qui ont besoin d'un encadrement différent. Et nous, notre promesse, c'est de les accueillir et de les accompagner dans la réussite. Donc ça, c'est un peu une twist. Donc, parce que des fois, les gens me disent, Claude, qu'est-ce qu'il y a de différent au Collège La Salle? Là? Je viens faire mon DEC en sciences humaines au Collège La Salle ou mon DEC en sciences humaines dans le cégep près de chez nous. Ouais. Premièrement, l'environnement en soi est différent. C'est pas un cégep. Là. L'édifice au centre-ville de 400 000 pieds carrés est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis on est sur Sainte-Catherine, donc il y a un milieu de vie pas mal du tout. Puis ensuite, il y a vraiment le volet hyper pratico-pratique et le volet de l'encadrement vraiment dans la réussite, parce que c'est pas tout le monde qui apprend de la même façon. Mm-hmm. Puis, ça a parti beaucoup autour de la mode. Tu mentionnais tantôt que c'est une des choses pour laquelle on vous reconnaît. Oui. Je pense que les premiers nouveaux marchés que vous avez attaqués, c'était sur cet angle-là. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus juste ça, là, le Collège La Salle. Vous avez vraiment développé une 60aine de programmes, quelque chose comme ça? Exactement. Donc, on a à Montréal, il y a un portfolio d'à peu près 65 programmes regroupés sous les diplômes d'études collégiales, donc le 2 ans ou le 3 ans, le prix universitaire ou le technique, ou tout notre portfolio de formation continue, donc pour que on parle beaucoup de lifelong learning, hein, les adultes qui veulent se lancer dans une nouvelle profession. Donc ça, on a vraiment un beau portfolio, je pense une 40aine de programmes en formation continue, dont certains sont disponibles 100% en ligne. Donc souvent, on voit, là, c'est pas pour faire des grandes généralités, mais des mères de famille là, qui doivent concilier la job à temps plein, la famille. Bien, elles peuvent s'asseoir devant leur ordinateur à 20h, de 20h à 22h et suivre un programme en ligne qui leur permet de déboucher sur une nouvelle carrière. Donc, tous ces programmes-là sont regroupés sous 7 grandes thématiques. La mode est une des 7. Mais on s'est taillé une belle niche également dans tout ce qui est technologie. On accueille plus de jeunes en informatique au Collège La Salle qu'exemple Dawson peut en accueillir. OK.
et une belle niche au niveau du jeu vidéo. Premièrement, notre campus à Montréal accueille beaucoup de jeunes à notre deck en jeu vidéo, mais notre bac, parce qu'on est universitaire, donc au Québec, on est collégial, parce que c'est pas possible d'avoir une université privée, mais partout ailleurs, donc nous sommes universitaires. Donc à Vancouver, on a un bac en jeu vidéo, puis on est assez fiers, c'est 6e en Amérique du Nord et le premier au Canada. Donc il y a vraiment une réelle expertise qui s'est développée autour de ça. J'allais dire, tu as parlé tout à l'heure du corps professoral. Ça prend de la qualité, là, pour aller chercher les étudiants d'une part, mais aussi de produire des résultats qui sont exceptionnels. Tu es dans un monde ultra concurrentiel. Comment tu te démarques pour aller chercher ces employés-là? Bien, la première chose, c'est que pour être concurrentiel, on suit absolument les mêmes grilles salariales qu'au public. Donc, un enseignant au Collège La Salle est payé la même chose qu'au public. Donc déjà, on arrive à être concurrentiel sur ce qu'on appelle le take-home pay. Ce que le prof a dans ses poches à la fin de l'année est le même. Ensuite, viennent les avantages, parce qu'il n'y a pas juste le take-home pay qui doit être concurrentiel. La taille moyenne des groupes est plus petite. Et être enseignant, au primaire, au secondaire, au collégial ou à l'université, c'est comme être infirmière. C'est un métier qui est une vocation. Oui. Et ça parle aux enseignants qui sont chez nous d'avoir le même chèque de paye pour un groupe un peu plus petit, parce que ça leur donne davantage de minutes contact avec les étudiants, ce qui ramène à l'étudiant l'avantage de l'encadrement. Donc, ça se tient ensemble. Et ensuite, le deuxième avantage que les enseignants répètent, c'est la rapidité avec laquelle on prend des décisions. Donc, les décisions au Collège La Salle, ils se prennent sur place pour le bénéfice de l'ensemble des parties prenantes. C'est pas la moitié des décisions qui doivent remonter jusqu'à Québec et attendre leur tour. Donc, évidemment, il y a une rapidité d'action à ce niveau-là. Donc, que ce soit des budgets pour des sorties, des budgets pour des événements d'envergure même qui peuvent être organisés. À chaque été, on organise un grand défilé dans le cadre du festival MAD, Mode, Art et Design. C'est quand même une grande démonstration. Au mois de mai, chaque année, on a maintenant le Festival Collège La Salle. Vous connaissez bien la salle au Vieux-Port de Montréal. Il y a le nouveau terminal. Mm-hmm. Donc, ces deux le mobilisent au mois de mai. Mais nous, la semaine avant, on a tout le Grand Quai pour 5 jours. Pour nos finissants, on accueille les membres des différents secteurs d'activité, là, soit les professionnels de la finance, les professionnels du jeu vidéo, pour venir à la rencontre de nos jeunes dans le cadre du grand festival Collège La Salle. Donc, c'est vraiment l'avantage du privé, finalement. C'est la réactivité dans la prise de décision, l'agilité et certains investissements qu'on peut réaliser, notamment en technologie. Les enseignants, pour cette année, je crois qu'un des trucs sur lequel ils voient la différence Collège La Salle, c'est qu'on a investi dans le développement d'un outil sur mesure avec une belle firme en intelligence artificielle de Québec, Vuban. Okay. Avez-vous reçu Hugues Foltz ou pas encore ici? On pourra l'avoir. Il faut avoir Hugues Foltz sur L'invitation est lancée, Hugues. Absolument. Bon, je vais garder le cap sur le logiciel qu'on a développé. Je vous ai parlé de succession. Oui. Notre équipe à l'organisation scolaire, donc l'équipe qui est en charge de développer le programme de quel étudiant va être dans quelle classe, avec quel prof, puis quel équipement ça prend dans cette classe-là. Toute cette équipe-là est vraiment pas très loin de la retraite. Et c'est un grand enjeu pour nous parce qu'on s'est dit, waouh, elles ont tout ça dans leur tête. Et jusqu'à aujourd'hui, elles l'ont fait de maître. Mais tout le monde a peur de devoir prendre la relève de cette équipe de rêve-là parce qu'elles ont eu la chance de partir de 2000 étudiants. Et aujourd'hui, on en a 5000. Donc, elles connaissent tous les raccoins de l'édifice, puis elles savent comment optimiser. Et ça fonctionne, bref. Mais on s'est assis avec l'équipe et on a dit, vous pouvez pas nous laisser tomber. On doit capturer votre savoir et le programmer dans une interface. Donc, aujourd'hui, vraiment, on a un outil technologique qui permet de mettre en commun l'ensemble des contraintes et de prendre en compte les préférences des enseignants
sur quand ils veulent donner leur cours, dans quel mode de livraison. Donc, exemple, ils peuvent dire le lundi matin, je préfère le donner à distance, mais le mardi, mercredi, jeudi, je vais sur une grande généralité, je veux être sur campus, puisque les enseignants privilégient encore le sur campus. Et le contact direct, surtout, on a tellement de laboratoires, c'est tellement pratico-pratique nos programmes. Et donc là, l'algorithme développé par Vauban met tout ça ensemble et notre indicateur de succès, c'est quel pourcentage des préférences des enseignants ont réussi à être respectés dans la publication de l'horaire maître. On vient juste de mettre ça en place depuis le mois d'octobre dernier. Donc, c'était la première session cet automne où on roulait cette technologie-là, qui était quand même un investissement de $1,5 million. Tu sais, ça peut être petit, ça peut sembler petit, ça peut sembler important comme montant, mais là aussi, c'est l'avantage du privé. Oui. Ouais. Écoute, tu as tellement de passion quand tu parles. Tu as l'air du petit gars qui est tombé dans la marmite, comme on dit, quand il était jeune. Puis je veux faire un flashback, retour en arrière. Là. Comment ça se passait, les soupers? Tu sais, ton père revenait du travail, puis toi, tu disais que tu avais juste le goût de partir avec en fin de semaine. Comment ça se passait? Ça parlait business, ça parlait de l'école. Comment t'en es venu à avoir cette passion-là là, qui transpire vraiment chez toi? Là? Beaucoup, parce que ça a été la vie de mon père jusqu'à temps vraiment qu'il prenne sa retraite. Puis d'ailleurs, ça a tellement été sa vie que tout le monde, il a 4 frères, tout le monde s'inquiétait, est-ce qu'il allait avoir un après-Collège La Salle pour Jacques Marchand, parce que ça a tellement été sa vie pendant plus de 40 ans. Puis, je pense que je peux dire que mon père, c'est un intense, donc pendant tout le temps qu'il a été directeur général du Collège La Salle et vice-président du groupe Collège La Salle, parce que c'était le nom qu'on donnait à l'organisation à l'époque, c'était vraiment 100%. Il faisait vraiment que ça. Il s'est bien occupé de nous aussi, mais vraiment, c'était très focus sur l'organisation. Et au moment où il a décidé de prendre sa retraite, il a canalisé cette même intensité-là dans la philanthropie en musique classique. Donc, il travaille pas moins d'heures, hein, mais là, c'est les musiciennes classiques, l'orchestre métropolitain et d'autres groupes qui bénéficient de son intensité. Mais oui, évidemment, donc on a beaucoup entendu parler du Collège La Salle. Comme je vous ai dit, je me suis rendu aussi les samedis matins. Puis un samedi matin, pour une raison X, il devait partir trop tôt et je me réveillais et la voiture n'était plus dans l'entrée. C'était pas acceptable. Ouais, et on a aussi vécu avec lui des grands moments. Évidemment, des grands moments de joie parce qu'il y a eu des grandes célébrations. J'ai assisté au défilé de mode, plein de moments très, très positifs. Mais il y a quand même des moments marquants pour des entrepreneurs dont, à une année donnée, j'étais encore assez jeune, je crois que je devais avoir 12 ans. J'ai toujours eu une plume adéquate. Dans mes dissertations à l'école, 100% en français, c'était pas mal le minimum acceptable. Puis... j'ai grandi pas très loin du Mont-Habitant au Mont-Saint-Sauveur dans les maisons mobiles au bas, puis j'ai encore un souvenir très vif d'un moment où on a passé toute une soirée à écrire la lettre aux employés parce qu'on devait fermer le Collège La Salle. Et ça a été un moment vraiment marquant dans ma vie de jeune adolescent autour de 12 ans parce que je pouvais absolument pas croire qu'on était devant ça. Et à ce moment-là, c'était un enjeu syndical. Là. Vraiment, il y avait un conflit de travail qui avait complètement dégénéré et il n'y avait pas moyen de s'entendre. Et on était devant une fermeture de l'institution. Puis, mon père n'était pas capable d'écrire la lettre, en fait. Donc, c'est ma mère et moi qui, essayons de l'aider comme on pouvait à finaliser la lettre. Bon, l'histoire a été géniale parce que, comme ça arrive dans d'autres moments de crise, finalement, il y a eu médiation. Puis Collège La Salle a pu continuer sa course depuis ça. Mais c'est des petits moments, donc c'est ça, dans les hauts et dans les bas, je dirais. Puis j'ai d'autres souvenirs là où on était en voyage familial à Walt Disney World. Puis à ce moment-là, on n'avait pas encore les cellulaires, ou peut-être que ça coûtait trop cher, parce que quand même, ça a toujours été assez modeste finalement, les développements. Et mon père était dans une cabine téléphonique, en train d'appeler avec ses cartes d'appel. Tu sais, t'appelles un 800, puis là, tu te fais patcher en Tunisie, au Maroc. Puis il y avait toutes ces cartes d'appel pour appeler justement les directeurs, directrices du campus à l'international
pour savoir s'il était rendu à 17 inscrits ou à 19 inscrits. Wow. Okay. Là, nous, on écoutait ça. Puis avant d'aller voir Mickey Mouse, là, ben, il fallait attendre que notre père termine son appel de 30 minutes avec ses cartes prépayées pour avoir ses résultats. Donc, on était loin du CRM à ce moment-là. Ouais. Ça marchait pareil. Hein? Ça marchait peut-être mieux dans certains cas. Des fois. Mieux vaut des cartes prépayées bien utilisées qu'un CRM mal utilisé. Ça, c'est certain. Ouais. On parle beaucoup d'éducation, on parle d'entrepreneuriat aussi. Écoute, t'es tombé dans la marmite, comme dit Normand. Fait qu'à 24 ans, tu tombes là-dedans. À 30 ans, t'en es président. Aujourd'hui, tu rayonnes encore dans ça. Dans quoi, toi, t'as eu à te former et comment tu vas chercher justement ton expertise à ce stade-ci? Parce que t'as absorbé une grosse machine là, avec ça. Fait que je suis intrigué de ton éducation à toi au fil de ta vie. Là. Où est-ce que tu es allé chercher tes ressources? Absolument. Mais premièrement, j'ai complété mon bac à l'ESG UQAM. Puis ça m'a vraiment donné une fondation très solide pour commencer. Leur approche systémique vit encore en moi. Là, puis je pense que ça m'a bien aiguillé. Donc ça, c'est la fondation. Ensuite, j'ai quand même démarré 2 entreprises avant de me joindre à LC Éducation. Donc, j'ai démarré ma première entreprise alors que j'étais encore sur les bancs au secondaire, donc en secondaire 3. Je l'ai vendue quand je suis arrivé au cégep. J'en ai démarré une deuxième pour laquelle j'ai levé 3 millions alors que j'étais encore au cégep. Une entreprise de distribution de jeux vidéo dans laquelle j'avais réussi à convaincre Vidéotron de s'impliquer avec Couche-Tard, avec Ubisoft. OK. Puis ensuite, on a fermé cette entreprise-là et ça a été une décision de Vidéotron qui est notre partenaire principal. Et d'ailleurs, je salue Manon Brouillette qui est devenue une grande amie à travers le temps, mais qui était vice-présidente marketing à l'époque de Vidéotron, qui avait dit là, ça suffit cette histoire-là. Et ça a été un moment important dans ma vie qui m'a permis de continuer mon parcours, puisque si Manon a mis fin à l'expérience entrepreneuriale de cette deuxième entreprise-là, elle m'a permis de continuer dans le giron québécois, qui m'a emmené dans le giron de Transcontinental, qui est aussi une belle boîte familiale, privée, avec des valeurs extraordinaires. Donc, j'ai fait 2 ans à la direction de produits, lesaffaires.com notamment, avec un autre entrepreneur extraordinaire, Pierre Marcoux, qui est assez bien connu. Oui. Et Transcontinental, particulièrement, la proximité avec un Pierre Marcoux m'a vraiment fait remarquer comment une belle entreprise familiale peut avoir une taille significative et toujours se guider selon des valeurs familiales, humaines, terre à terre. Puis je les admire encore pour ça aujourd'hui. Et j'étais avec Pierre dans son bureau, je ne sais pas s'il va s'en souvenir, quand Pierre-Carl a dû mettre Québécois World en faillite. Et là, je suis dans le bureau de Pierre Marcoux, puis je regardais dans les yeux, puis je dis « Pierre, imagine le feeling, là, tu sais, t'es le fils du grand Rémi Marcoux. Moi, mon père est à la tête de Groupe Collège La Salle. Est-ce que c'est pas la plus grande crainte qu'on a à l'intérieur de nous, comme relève, de devoir mettre en faillite l'entreprise que nos parents ont bâtie et nous ont cédée? » Et j'écoutais plus récemment, dans les dernières années, c'est pas tellement récent, mais un autre entrepreneur pour qui j'ai beaucoup de respect, David Bensadoun, qui a pris la relève de son papa, M. Aldo Bensadoun. Puis j'avais eu une conférence avec lui, puis il dit, quand ils ont frôlé là, les déboires financiers, il dit, c'est le pire sentiment à l'intérieur de te retrouver dans le driver's seat et de devoir mettre la clé. Donc, mon parcours entrepreneurial, donc mes 2 entreprises et ensuite mon parcours chez Québécois et Transcontinental m'ont vraiment appris beaucoup. Puis ensuite, c'est vrai qu'une fois arrivé chez LC Éducation, j'ai eu la chance de me joindre à un beau groupe qui s'appelle le QG100, qui est le regroupement des top 100 exportateurs au Québec. Ouais. Ceux qui ne connaissent pas peuvent aller voir le site web, c'est génial. Et j'ai quand même eu le plaisir de servir sur le conseil d'administration pendant 8 ans, à côté d'humains d'une autre dimension. Là. Je pense que j'ai eu la chance de servir à l'époque avec M. Christian Dubé, avant qu'il se lance en politique, auprès de M. Henri-Paul Rousseau, de M. Charles Sirois, pour nommer que ceux-là. Donc, la famille Dutil est très présente aussi. Donc, d'évoluer au cœur des 100 top exportateurs du Québec,
m'a emmené quelque chose. Clairement. Puis ensuite, il y a un grand groupe d'entrepreneurs qui est relativement bien connu dans notre cercle, qui est YPO. Oui. Je me suis joint à YPO il y a 10 ans aussi. C'est comme ça que j'ai rencontré Nelly, effectivement, et combien d'autres entrepreneurs dont j'apprends encore à chaque semaine. Je me suis payé les services d'un coach professionnel. Donc, j'ai eu la chance d'avoir Michel Courchaine, donc qui avait quand même été ministre de l'enseignement supérieur pendant quelques années, comme coach professionnel. Donc, pour vraiment peaufiner les aspects relations gouvernementales, la vue du secteur d'enseignement plutôt public versus privé. Et ça, si un jour j'arrivais à avoir du temps pour écrire des mémoires, je pense que cette capacité à m'entourer des meilleurs est absolument ce qui a fait la différence. Donc, j'ai essayé d'apprendre beaucoup. Je continue à investir beaucoup. Là. Je suis à peu près 2 semaines par année en formation concrète, développement professionnel. Puis d'ailleurs, chez LCI Éducation, j'ai amené la règle où chaque collègue doit faire 40 heures de développement professionnel et nos gestionnaires doivent en faire 80. Donc, 40 dans leur spécialité comme tous les collègues et 40 de plus dans comment être un meilleur gestionnaire. C'est un des plus grands défis de ma vie de m'assurer que les collègues font leurs 40 heures et que les gestionnaires acceptent de placer du temps dans leur agenda pour cet investissement-là qui est le leur. Oui. Parce que dans le quotidien, entrepreneur ou employé, je pense qu'on libère pas assez de temps. Il faut que ce soit délibéré. Il faut le mettre dans l'agenda. Il faut le planifier et tout. Ouais. Mais bon, là, je pense que notre règle d'entreprise est claire. Puis je pense qu'elle est un peu bold. On dit chaque gestionnaire doit faire 80 heures dans son année. Chaque collègue, 40. Puis évidemment, j'essaie de preach by example, là, de montrer l'exemple à travers ça puis de le faire. Ouais. Normand, on doit te laisser aller parce que ton heure est terminée. Oui. Veux-tu dire un petit mot de la fin avant de quitter ou... Moi, j'ai une dernière question que j'aimerais te poser avant. Passion. Félicitations d'une part. Vraiment, on vient de découvrir avec toi une entreprise exceptionnelle, un groupe exceptionnel. L'impact que vous avez sur la vie des gens puis dans vos communautés, elle est claire, elle est précise, elle est fantastique. Merci beaucoup. Merci, Normand. Puis, très heureux de t'avoir rencontré. Je te laisse en bonne compagnie. On va reprendre ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Que notre entrevue tire à sa fin, le temps passe vraiment bien en bonne compagnie. On a parlé de ton passé. Moi, je suis vraiment intéressé de savoir, écoute, tu as juste 40 ans, tu es vraiment jeune, tu as encore beaucoup d'années devant toi. En plus, tu n'as vraiment pas l'air d'un gars qui est prêt à arrêter. Où est-ce que tu vois cette organisation-là dans 5 ans, dans 10 ans? T'sais, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle ait comme impact social? Qu'est-ce que tu aimerais léguer aux générations futures? Excellente question. C'est dans le vif du sujet parce qu'on est en planification stratégique 2025-2030 présentement. On se voit certainement à continuer la consolidation de chacun de nos campus dans les marchés où on opère aujourd'hui. Donc, si on pouvait avoir 2000 étudiants dans chaque campus et les enraciner une bonne fois pour toutes dans l'ensemble des marchés, c'est vraiment l'objectif que je me suis donné, disons, sur la prochaine décennie. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Donc avant de reprendre une expansion géographique, là, avant de continuer à multiplier le nombre d'écoles, vraiment aller plutôt en profondeur. Puis l'image, c'est racine dans chacun des marchés. Parce qu'une école, c'est particulier. C'est pas... on dira de toute façon que chaque entreprise, d'une manière ou d'une autre, doit être enracinée dans sa communauté et dans son écosystème. Et je pense que c'est d'autant plus vrai avec une maison d'enseignement. Une maison d'enseignement, normalement, bénéficie aux employeurs autour. Donc, elle doit être ancrée dans la réalité des industries. Donc, ça, je vois un enracinement de nos 12 institutions. Donc, on a 23 campus. Mais moi, j'ai arrêté de parler des 23 campus. Je vois notre organisation comme un réseau de 12 institutions qui doivent poursuivre leur enracinement. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est dans le rôle de Claude, le CEO, dans les 10 prochaines années. Claude, à plus long terme, on parlait un peu plus tôt d'assurance vie. Un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est la fondation LCI Éducation que j'ai mis en place il y a quelques années pour avoir de l'impact
un petit peu différemment dans chacun des marchés où on est présent. Okay. Donc, évidemment, nos écoles ont un super impact dans chacune de nos communautés, mais on vise les familles qui ont quand même un certain pouvoir d'achat. Que ce soit au Maroc, là, on vise vraiment classe moyenne, classe supérieure. Et donc, on a un impact en faisant réussir ces jeunes-là. Donc ça, c'est déjà fabuleux. Mais la Fondation LC Éducation, on l'a vraiment mis sur pied pour avoir un impact de manière différente dans les marchés. Donc, on est vraiment sur l'accessibilité aux études, l'alphabétisation, l'entrepreneuriat au niveau des femmes dans des pays comme le Maroc. Donc, en Colombie, on s'est investi avec la Fondation de Shakira et le FC de Barcelone pour construire une école primaire publique qu'on a cédée ensuite au ministère de l'Enseignement de la Colombie. Et moi, je me vois minimalement avoir une bonne décennie actif comme CEO, mais je suis très inspiré d'un homme comme Bill Gates qui a eu toute une ride comme entrepreneur et à un certain point a senti que c'était le temps de passer le flambeau à la prochaine génération qui allait développer le reste. Puis quand on regarde aujourd'hui où est Microsoft, donc elle a évidemment été à travers un cycle plus bas où Google et compagnie ont repris les devants, mais la stratégie de succession semble avoir marché parce que Microsoft aujourd'hui est de retour au sommet. Et je trouve que l'impact que M. Gates a avec sa fondation, notamment au niveau de la santé, puis là je parle d'un grand entrepreneur américain, mais Guy Laliberté à l'époque avec OneDrop m'avait beaucoup inspiré aussi. Tout à fait, ouais. Donc, présentement, une partie des bénéfices, donc réalisés, des surplus réalisés par LC Éducation vont vers cette fondation-là, qui réalise déjà des projets. Donc, aujourd'hui, c'est une petite fondation, mais ça pourrait facilement être mon plan de retraite quand l'équipe décidera que c'est le temps d'avoir un nouveau CEO. Super, hey, merci beaucoup Claude d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Grand plaisir. Super belle histoire. Je suis un grand croyant de l'éducation. Je suis un grand croyant c'est plus vrai qu'on a l'époque où on faisait l'éducation pendant 20 ans de notre vie avant de faire une carrière. Ça n'existe plus. On s'éduque à longueur de vie maintenant. Je trouve ça inspirant ce que vous amenez dans les différentes communautés. Alors bref, vraiment une histoire incroyable que tu viens de nous rencontrer, de nous raconter. Merci pour les excellentes questions, puis pour le setup. C'était vraiment, vraiment très agréable. Ben merci à toi.